nouveau paragraphe qu'on aborde sur les applications linéaires en dimension finie va avoir comme objectif donc, de parler de ces fameuses applications linéaires en dimension finie. Et l'un des objectifs qu'on aimerait atteindre, finalement, c'est l'objectif qu'on a réussi à atteindre dans les deux paragraphes précédents, puisque vous avez remarqué que quand on a parlé des paragraphes précédents, on a essayé on va dire de, de montrer l'équivalence entre des propriétés d'existence et des propriétés d'unicité, lorsqu'on avait évidemment une propriété qui est liée à la dimension. Alors par exemple pour les bases, si on a des familles qui ont le bon cardinal, c'est-à-dire qui ont un nombre de vecteurs qui est égal à la dimension de l'espace vectoriel, on a vu que existence et unicité étaient réunies, puisque on était libre si et seulement si on était génératrice de E. Donc ça c'était le premier point. Pour les espaces vectoriels, on avait vu qu'on avait le même type de propriété, que quand on avait un sous-espace vectoriel qui avait une dimension maximale, alors il était égal à l'espace vectoriel tout entier. Donc on a systématiquement comme ça été capable de débusquer des propriétés qui permettaient de limiter le nombre de choses qu'on avait à vérifier pour avoir des propriétés jusqu'à présent. Donc là, l'un des objectifs majeurs, ça va être le pont important, mais j'en avais déjà parlé dans les espaces vectoriels généraux, c'est la détermination par l'image d'une base. C'est-à-dire qu'on va dire, et ça sera une chanson qu'il faudra bien maîtriser, c'est qu'une base, enfin qu'une application linéaire est entièrement déterminée par l'image d'une base. C'est-à-dire si vous connaissez l'image des vecteurs de base, alors votre application linéaire, vous n'avez plus le choix sur elle, elle existera déjà, et elle sera entièrement déterminée. Donc c'est un théorème double, hein. C'est un théorème d'existence, ça existera, et c'est un théorème d'unicité. Alors, ce théorème il dit la chose suivante, hein, allons un petit peu plus loin, allons un petit peu plus dans le détail de ces résultats. Si vous vous donnez E un espace vectoriel de dimension finie, et si vous vous donnez F un espace vectoriel quelconque, si vous munissez E d'une base, ce qui est toujours possible puisqu'en dimension finie il existe des bases, eh bien, en fixant n vecteurs quelconques de l'espace d'arrivée, on trouvera une et une seule application linéaire qui vérifie cette propriété, qui envoie les EI sur les BI. Ce qui veut donc dire que ce qu'on dit habituellement, où on dit tous les vecteurs ne se valent pas dans un espace vectoriel, alors là ça prend sous son sens. Parce que connaître juste l'image d'une base, ça vous permet de comprendre et de définir entièrement votre application linéaire. Donc les vecteurs de base seront évidemment, les vecteurs d'une base seront évidemment plus importants que d'autres vecteurs. Bon, maintenant on va se lancer dans la démonstration, et je vous annonce tout de suite que je ne vais pas faire exactement la même démonstration que dans mon cours, où je raisonne par analyse-synthèse, pour changer un peu, et pour que vous ayez deux démonstrations, deux approches différentes. Je vais déjà montrer l'unicité par des protocoles habituels, et après je montrerai l'existence par d'autres protocoles tout aussi habituels, mais je ne vais pas formaliser ça forcément en raisonnant par analyse-synthèse pour que vous ayez deux points de vue différents. Donc la première chose qu'on va regarder, c'est l'unicité d'une telle application qui vérifie ce cahier des charges. Donc pour ça, on va se donner deux applications qui vérifient cette propriété. Donc c'est parti. Donc on se donne F et G, deux applications linéaires de E à valeur dans F, donc qui vérifient toutes les deux cette propriété, c'est-à-dire telle que pour tout i appartenant à l'intervalle d'entier 1n, on a f de ei qui est égal à bi, mais aussi g de ei qui va être égal à b. Alors, quel est l'objectif? L'objectif que l'on veut atteindre, c'est que l'application f soit nécessairement égale à l'application g. Donc, ce qu'on veut atteindre comme objectif, c'est une égalité de fonction. Pour démontrer une égalité de fonction, il faut a priori montrer que cette égalité, elle est valable pour tous les vecteurs de l'espace de départ. Hein. Justement, une fois qu'on aura cette propriété, on pourra dire, non, on n'aura plus à faire ça pour tous les vecteurs de l'espace de départ, mais là, pour l'instant, on a deux fonctions définies sur E, puisque f est défini sur E à valeur dans f, g est défini sur E à valeur dans f. Pour démontrer que ces deux fonctions sont égales, on doit fixer un vecteur x appartenant à E, et on doit s'engager à démontrer que pour ce vecteur fixé, f de x est égal à g de x, on aura bien les mêmes ensembles de départ d'arrivée et la même correspondance. Bon, alors maintenant, il faut relier le fait que je dois calculer f de x, je dois calculer g de x, et je dois montrer qu'ils sont égaux, avec notre hypothèse. Notre hypothèse, c'est qu'on maîtrise l'image d'une base. Le bon sens, c'est j'ai un vecteur de E, la première chose que je vais faire, c'est le décomposer dans une base, puisque l'objectif, c'est ça,
une base, c'est d'écrire de façon unique les vecteurs comme combinaison linéaire d'autres vecteurs fixés. Donc on va se donner les coordonnées de x dans la base EI. Donc je vais les appeler x1, x2, xn, donc soit x1, etc., xn appartenant à ici k, n, les coordonnées de x dans la base B qu'on s'est fixée là dans notre énoncé. Donc ça, en d'autres termes, ça veut dire que f de x s'écrit x1 e1 plus etc. xn en. Donc attention, les EI c'est des vecteurs de E, et les xi c'est des scalaires. Et puis c'est parti, on va calculer f de x. Alors f de x comme f est linéaire, ça va être x1 f de e1 plus etc. plus xn f de n. Donc ça c'est la linéarité de f qui l'atteste. Mais je sais que f de EI c'est bi, donc c'est aussi égal à g de EI. Donc là on va pouvoir récupérer que ça c'est g de x1, g de e1 x1 plus xn g de en. Et en utilisant la linéarité, mais cette fois-ci dans l'autre sens, c'est-à-dire on regroupe les termes, on va bien récupérer g de x1 e1 plus etc. plus xn en. Donc la linéarité de f où on délinéarise, et ça c'est aussi g de x. Donc au final on a bien pris deux vecteurs, enfin un vecteur de E et deux applications qui vérifiaient cette propriété. On vient de démontrer que ces deux applications elles sont bien égales puisque on a l'égalité de f de x et de g de x pour n'importe quel vecteur de E fixé. Donc on vient bien de démontrer que les deux applications f et g sont égales. Donc voilà pour l'unicité, voilà pour la démonstration de l'unicité de cette application linéaire. Alors pour l'existence maintenant, on va devoir construire cette application linéaire avec ce que l'on sait. Ce que l'on sait, c'est que f de i est égal à bi pour tout i compris entre 1 et n. Donc il faudrait déjà être capable de savoir ce que vaut cette application. Alors pour ça, je vais déjà me servir des calculs qu'on a fait au-dessus. Hein. Je vais donc dire, moi ce que je sais, c'est que prenons une telle application linéaire f qui fonctionne. Hein. Donc prenons f qui vérifie les conditions. On va regarder déjà quelles sont celles qui peuvent marcher. Et après, on verra si les seules candidates qui peuvent marcher sont effectivement solutions. Donc on va se remettre quelque part dans le cadre d'un raisonnement par analyse-synthèse. Mais bien sûr, ce que je voulais vous démontrer, c'est que l'unicité, on peut la démontrer par un autre biais. Et souvent, si vous n'arrivez pas à atteindre justement l'existence et l'unicité en raisonnant par analyse-synthèse, soyez au moins capable de démontrer l'unicité proprement. Il y a des points à prendre, il faut les prendre. Donc pour montrer l'existence et l'unicité, je prends une fonction qui vérifie les conditions de l'énoncé. Et déjà, la première urgence, c'est cette fonction, il va falloir la définir sur E. Alors que nous, a priori, ce qu'on maîtrise, c'est juste ce qui se passe sur une base. Pour ça, je vais reprendre le protocole qui est ici, c'est-à-dire que je me fixe x, un vecteur de E, a priori quelconque, que je vais décomposer dans cette base. Donc là, je vais conserver exactement les mêmes notations qu'au-dessus, c'est-à-dire que j'appelle x1, xn, les coordonnées de f dans cette base, et je vais déjà regarder si j'ai le choix pour f de x. Et on s'aperçoit que pour f de x, on n'a pas le choix, puisque si l'application f est effectivement une application linéaire qui vérifie cette propriété, comme je sais que f de x, c'est x1, f de e1, plus etc., xn, f de en, et comme f de e1, f de e2, etc., f de en sont des quantités qui sont fixées par l'énoncé, puisqu'on cherche s'il existe une application linéaire qui envoie les EI sur les BI, je n'ai absolument pas le choix pour cette application. Mon application au vecteur x que j'ai pris ici, elle devra associer ce vecteur-là. Donc en fait, cette application, elle est entièrement déterminée effectivement par l'image d'une base, puisque je n'ai pas le choix sur l'image de x. L'image de x, ce sera donc a priori par définition x1 b1 plus etc. plus xn bn, où les xi, elles sont indiquées ici, et ça c'est important bien entendu. Les xi, ce sont les coordonnées de x dans la base B. Donc effectivement, dès qu'on a un vecteur, on a un unique système de coordonnées. Donc voilà l'application f qui est candidate. Donc quelque part ici, on vient de redémontrer une unicité, puisqu'on a dit, si je prends une fonction qui vérifie les conditions de l'énoncé, eh bien la fonction c'est nécessairement elle,
Et les termes qui sont là sont bien définis de façon unique puisque ce sont les coordonnées de x dans B, et les images des vecteurs de base, eux, c'est les données de l'énoncé. Alors qu'est-ce qui reste à faire maintenant qu'on a trouvé quelque part l'unique candidate à notre problème? Eh bien, c'est montrer que cette unique candidate convient. C'est-à-dire ce qu'on va devoir démontrer pour cette application-là, c'est qu'elle envoie effectivement bien les EI sur les BI, ça va pas être très compliqué, et qu'elle est linéaire, c'est-à-dire que c'est bien une application qui est linéaire, définie sur E, à valeur dans F. Donc, on va traiter la réciproque, maintenant qu'on a notre candidate, donc réciproque. Bien, réciproque, déjà, la première des choses, c'est de bien vérifier qu'elle envoie bien les EI sur les BI. Enfin, on va se fixer un entier I entre 1 et N, et je vais calculer F de UI. Alors pour calculer F de UI, j'ai besoin des coordonnées de EI dans la base E1, EN. Bah, les coordonnées, je vais les écrire ici, hein, les coordonnées de EI dans la base B, eh bien c'est simplement 0, que des 0, 1, que des 0, puis un 1. Puisque le vecteur EI, il s'écrit a priori 0 fois 1, plus 0 fois 2, etc. 0 fois EI moins 1, plus 1 fois EI, plus 0 fois EI plus 1, etc. Donc on retrouve en fait que les coordonnées de EI dans la base B, c'est les nuclets de la base canonique de Rn, hein, ce qui est assez légitime. Donc conclusion f de UI, ça va être égal à quoi si je prends en compte les coordonnées? Bah, ça va être 0 fois le vecteur B1, plus, etc. Bien, une fois le vecteur BI, plus, etc. jusqu'à 0 fois le vecteur BN. Donc on récupère donc bien en exploitant la définition que f de EI est bien égal à BI pour n'importe quel I compris entre 1 et N. Donc déjà, elle vérifie bien le cahier des charges qu'on s'est fixé, elle vérifie bien ses conditions. Maintenant, la question, c'est f est-elle linéaire? On cherche une application linéaire, donc il faut qu'on vérifie qu'elle est bien linéaire. Donc est-elle linéaire? Et c'est le dernier point qu'on a à vérifier, puisque une fois qu'on aura montré la linéarité de cette fonction, on aura gagné. Alors pour montrer la linéarité d'une application linéaire de E dans F, on doit se fixer deux scalaires alpha et bêta dans K, on doit se fixer deux vecteurs x et y dans E. Et l'objectif, c'est de calculer f de alpha x plus bêta y. Alors pour calculer alpha x plus bêta y, il faut essayer de comprendre comment fonctionne f et de quoi on a besoin pour calculer l'image de ce vecteur par f. Bah, pour calculer l'image de ce vecteur par f, d'un vecteur x par f, on a besoin de ses coordonnées dans la base B. Donc ce qu'il va falloir faire ici, c'est de récupérer les coordonnées du vecteur alpha x plus bêta y dans B. Pour calculer les coordonnées de alpha x plus bêta y, j'ai besoin des coordonnées de x et j'ai besoin des coordonnées de y. Donc les coordonnées de x, je vais continuer à les appeler x1, xn, c'est n-uplet de kn, et les coordonnées de y, je vais les appeler y1, yn, donc je vais prendre des notations qui sont semblables. Conclusion ici, ce vecteur-là, ça va être quoi? Bah, la première coordonnée de ce vecteur, c'est alpha 1, x1 plus bêta y1. Donc cette coordonnée sera multipliée par B1, hein, de par la définition de la fonction f. Hein, il suffit de comprendre comment fonctionne cette fonction, plus alpha xn plus bêta yn, fois le vecteur Bn. Comme l'objectif c'est de montrer que f est linéaire, c'est de montrer que ceci c'est f alpha f de x plus bêta f de y. Donc il faut isoler les termes qui dépendent de alpha. Donc quand on va développer cette expression, on va récupérer alpha facteur de x1 b1 plus etc. xn bn. Là on n'est pas surpris, on redécouvre ici que ce qu'on a là, c'est exactement l'expression de f de x. Et on va regarder ce qui est accroché à bêta. Ce qui est accroché à bêta, je vais avoir y1 b1 plus yn bn. Et là vous retrouvez l'expression de f de y. Donc on va récupérer alpha f de x plus bêta f de y. On vient bien de démontrer, en récupérant simplement la définition de la fonction, que l'unique fonction qui pourrait fonctionner, bah, elle fonctionne bien parce qu'elle envoie bien les EI sur les BI, et elle envoie bien une combinaison linéaire
enfin, l'image d'une combinaison linéaire sera bien la combinaison linéaire des images. Donc on vient bien de démontrer que f est bien linéaire de E sur f. Alors, ce qui est intéressant dans ce théorème, hein, une fois qu'on a terminé la démonstration, c'est que dans la plupart des théorèmes d'existence et d'unicité, je vous rappelle que l'existence, on la prouve par un théorème existentiel, en disant, bah, enfin, il y a un théorème qui nous dit que ça existe. Là, on a une construction, hein, c'est-à-dire qu'on sait exactement qui va être cette fonction. Donc là, l'existence n'est pas issue d'un théorème existentiel, puisque cette application-là, elle est entièrement déterminée par ce qu'on a écrit ici. Donc là, il ne s'agit pas simplement de dire que ça existe, c'est non seulement ça existe, mais on sait construire. Alors je repose cette petite chose qu'on avait dite, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, moi je vous ai toujours dit au fait que l'unicité, quand on a un résultat d'unicité, c'est une machinerie à montrer des égalités, hein. Je vous rappelle que les identifications, par exemple, on les avait quasiment toutes justifiées, quasiment, hein, pas toutes quand même, avec la liberté des familles, par exemple. Vous voyez, c'était à chaque fois lié à un résultat d'unicité. Donc face à un résultat de ce type, je me dis, bon, bah, maintenant qu'on a démontré qu'une application linéaire, elle était entièrement déterminée par l'image d'une base, est-ce que cette propriété d'unicité, je ne peux pas l'utiliser de façon un peu plus fonctionnelle, on va dire? Eh bien, on va voir que oui. Effectivement, notre machinerie a démontré cette égalité. Je peux l'énoncer sous la forme d'un corollaire, qui est juste une version légèrement différente de ce qu'on a écrit au-dessus. Si je me donne un espace vectoriel de dimension n et E1, En une base de E, et si f est un k-espace vectoriel quelconque, bon, je ne l'ai pas indiqué parce que lui, il ne va pas avoir d'impact sur l'exercice. Si je prends deux applications linéaires de E à valeur dans f, alors si j'ai l'égalité sur une base, j'ai l'égalité partout. Alors évidemment, la réciproque, elle est vraie. Mais ce qui m'intéresse, c'est juste de dire que d'habitude, l'égalité des applications, c'est qu'elles doivent coïncider sur tous les vecteurs de E. Là, on dit, bah, si ça coïncide sur une base, ça suffit pour avoir l'égalité. Et si on veut refaire une démonstration indépendante du théorème ci-dessus, si on veut le démontrer proprement, ben, en exploitant le même genre de notation que ce qu'on a fait ci-dessus, pour montrer l'égalité sur E, je dois me donner un vecteur x appartenant à E. Ce vecteur-là, je le décompose dans sa base. Je vais appeler x1, x2, xn les coordonnées de x dans la base E1, E2, En. Et là, c'est parti. Je retrouve quelque part l'écriture qu'on avait écrite au-dessus. F de x, c'est f de la somme pour i variant entre 1 et n des xi, ei. Par linéarité, ça, c'est la somme pour i variant entre 1 et n des xi, f de ei. Mais f de u est égal à g de i, donc là, on retrouve la somme pour i variant entre 1 et n des xi, g de ei. Et toujours parce que g est linéaire, ça fait g de la somme des xi, ei. Donc là, on linéarise, on délinéarise. Ce qui est directement l'écriture de g de x. Donc on a pris un vecteur x de e quelconque, on a bien démontré que f de x était égal à g de x, on a bien démontré que f de x était égal à g de x pour tout x appartenant à e. Comme les ensembles de départ et d'arrivée sont les mêmes, on a évidemment l'égalité de f et de g. Donc ça, c'est évidemment un point très important pour contrôler des applications linéaires. Quand j'ai une application linéaire et que je veux en traduire quelque chose, eh bien, tous les vecteurs ne se valent pas, on choisira déjà des vecteurs de base, et réciproquement, si je veux montrer une égalité d'application linéaire, c'est pas la peine de le faire pour tous les vecteurs de E, il suffit de le faire pour des vecteurs qui sont convenablement choisis. Donc ça, c'est un aspect très important. Alors maintenant, l'objectif, ça va être de voir à quoi servent ces corollaires-là, et ce théorème précédent. Ben, il sert quelque part à construire des applications linéaires sur mesure. C'est-à-dire que ça ne sert pas simplement à montrer des égalités. Si on veut un jour une application linéaire qui a telle ou telle propriété, eh bien, il suffira d'imposer ces propriétés aux vecteurs de base pour récupérer la propriété sur tous les vecteurs de E. Donc les exercices qui vont suivre, ils sont là pour vous donner trois situations différentes dans lesquelles dans lequel le théorème 20 et le corollaire que je viens de démontrer s'appliquent. Voilà, donc c'est des exercices qui ont plus valeur d'exemple d'ailleurs que d'exercices. Mais disons que c'est des exercices un peu trop étoffés pour des exemples, on va dire. Mais là, il faut vraiment prendre la main sur cette propriété et arriver à voir ces contours d'application. Alors, en première application, vous voyez, par exemple, pour définir une application, nous on donnait l'image d'un triplet quelconque de R3. Vous voyez, pour définir une application sur R3, on n'a pas le choix, on doit définir l'image de x, y, z.
Eh bien, on vient de démontrer que le fait d'avoir ajouté le fait que cette application est linéaire, pour connaître toutes les images des vecteurs de R3, il suffit de connaître l'image de trois vecteurs qui forment une base. Donc quand on vous dit donner l'expression analytique de cette application U, ce qu'on veut en fait, hein, ce qu'on cherche, si évidemment la question a un sens, hein, et ça reste encore une interrogation, l'expression analytique, c'est l'expression sur les coordonnées, c'est-à-dire c'est, ok, si tu dis que ton application elle est entièrement déterminée par ce que tu racontes là, tu dois être capable, à partir des données de l'énoncé qui sont ici, tu dois être capable de déterminer sans aucune ambiguïté l'image d'un triplet quelconque x, y, z. Juste en connaissant l'image de ces trois vecteurs. Ce qui paraît impressionnant, parce que R3, c'est un espace vectoriel de dimension 3. Un espace vectoriel de dimension 3, c'est gigantesque, hein, c'est l'espace dans lequel on vit. Donc on voit que c'est largement plus qu'infini. Donc ne pas confondre, oui, hein, dimension et cardinal. Hein. R3, cette dimension 3, on vit dans un espace de dimension 3, localement en tout cas. Donc la question c'est, est-ce que mon application elle est entièrement déterminée par l'image de ces trois vecteurs? En fait, si vous analysez ce qu'on doit faire, c'est que si je donne l'image d'une base, eh ben, mon application elle est entièrement déterminée. Donc si on arrive à démontrer qu'avec ces vecteurs-là on peut former une base, eh bien notre application elle sera en fait entièrement déterminée. Ben, la famille qui est constituée de ces trois vecteurs, là, je vais leur donner des noms, je vais appeler epsilon 1 le premier, je vais appeler epsilon 2 le deuxième, et je vais appeler epsilon 3 le troisième. Donc si je considère ces trois vecteurs-là, je m'aperçois déjà que j'ai bien trois vecteurs dans un espace vectoriel de dimension 3, donc on a déjà le bon nombre de vecteurs. Donc la famille epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 est une base, si et seulement si cette famille est libre, ou si et seulement si cette famille est génératrice de R3. On va montrer la liberté, ça va prendre une ligne. Alors une ligne, attention, je ne peux quand même pas utiliser les histoires de proportionnalité ici parce que j'ai trois vecteurs. Enfin, si, je pourrais les utiliser. Ah, attendez, je vais le faire en deux fois. Tiens, j'aime bien, il va y avoir la méthode écrite et la méthode orale. La méthode écrite, ben, on ne peut pas parler à l'écrit, hein, donc il faut privilégier des méthodes simples, efficaces, directes. Donc je me donne trois scalaires réels, pas n'importe comment, hein, tels que alpha epsilon 1 plus bêta epsilon 2 plus gamma epsilon 3 est égal au vecteur nul de R3. Comme j'ai une égalité dans R3, l'égalité dans R3 c'est l'égalité des coordonnées, donc je vais calculer les coordonnées de ce vecteur. La première coordonnée de ce vecteur c'est alpha plus bêta plus gamma. La deuxième coordonnée de ce vecteur, c'est bêta plus gamma. Et la petite dernière, c'est gamma. Donc ça, c'est égal à 0, 0, 0. Donc l'égalité des triplets de R3, on l'a dit, c'est l'égalité des coordonnées. Donc je vais commencer par dire, bah, j'ai déjà gamma qui est égal à 0. Donc j'ai aussi bêta plus gamma qui est égal à 0, qui donne directement que bêta est égal à 0 puisque gamma est égal à 0. Puis j'ai alpha plus bêta plus gamma qui est égal à 0, qui donne alpha est égal à 0, puisque bêta et gamma sont égales à 0. Donc la famille epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 est une famille qui est sans l'ombre d'un doute maintenant libre. Comme elle est formée de trois vecteurs dans un espace de dimension 3, on récupère que epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, comme elle a le bon cardinal et qu'elle est libre, est une base de R3. Alors la méthode orale, ça serait de dire, si je prends par exemple l'espace vectoriel engendré par ces deux-là, je constate que toutes les combinaisons linéaires de ces vecteurs ont 0 comme troisième composante. Donc le vecteur epsilon 3 qui a 1 comme troisième composante n'appartient pas à l'espace vectoriel engendré par ces deux-là. C'est la condition suffisante pour ajouter un vecteur à une famille de vecteurs et obtenir une famille libre. Epsilon 3, à l'évidence, n'appartient pas à l'espace vectoriel engendré par epsilon 1 et epsilon 2, pour des raisons que j'ai invoquées ici, qui sont un peu pénibles à écrire à l'écrit. C'est plus rapide quelque part d'écrire ça. Donc, bon, on a bien une base de R3, déjà, d'une part, et donc si on a une base de R3, eh bien, notre application linéaire, elle est entièrement déterminée par l'image d'une base. Donc on peut dire que les données de l'énoncé déterminent de manière unique U. Les données de l'énoncé
détermine U de manière unique. Donc simplement l'image de 3 vecteurs, ça détermine U. Détermine U de manière unique. Bon. Alors maintenant, on doit chercher l'image des vecteurs x, y, z. Alors, deux possibilités. Soit vous cherchez les coordonnées du vecteur x, y, z dans cette nouvelle base, ça c'est une première possibilité. Soit bah, vous dites, avec ça, je peux peut-être, comme je cherche une application linéaire, et j'ai une application linéaire qui vérifie ça, bah, je peux chercher aussi l'image des vecteurs de la base canonique. Ce que je vais faire, parce que ça me paraît pas très compliqué. On sait maintenant, c'est acté, qu'il existe une unique application linéaire, U de R3 dans R4, qui vérifie ça. C'est l'application de notre théorème fondamental. Comme l'application U est linéaire, eh ben, je peux dire que l'image du premier vecteur de la base canonique de R3, je l'ai. Est-ce que je peux avoir l'image du deuxième vecteur de la base canonique de R3? Bah oui, puisque je m'aperçois que U de ce vecteur-là, c'est simplement U de ce vecteur, auquel je retire ce vecteur. Puisque quand on fait la différence entre ces deux vecteurs, on obtient bien le vecteur qui est ici. Donc on va récupérer que c'est 1, 2, 3, 4, moins l'image du deuxième, 0, 0, 0, 1. Donc on va récupérer 1, 2, 3 et 3. Et idem pour le petit dernier, pour avoir l'image du dernier vecteur de la base canonique, eh bien, il suffit que je fasse U de 1, 1, 1, que je connais, moins U de 1, 1, 0. Je vais bien récupérer ici l'image de ce vecteur-là, parce que l'application f est linéaire. Et si on regarde ce qu'on obtient en effectuant les calculs de la différence entre ce vecteur et ce vecteur, on va récupérer ce vecteur-là. Moralité, la connaissance de l'image des vecteurs de la base canonique, bon, bah, ça détermine tout aussi bien l'application U, mais qui était déjà déterminée par l'image d'une base. Qu'est-ce qu'elle a de spécial celle-là? C'est qu'elle permet directement de récupérer U de x, y, z, puisque les composantes ici de ce triplet, on sait que c'est naturellement les coordonnées de U dans la base canonique. Donc là, si on connaît l'image des vecteurs de la base canonique, eh bien l'image, l'expression analytique de la fonction, elle est pour le coup très facile à déterminer, puisque par linéarité de f, j'ai évidemment cette relation-là, puisque ce vecteur-là, c'est x fois lui, plus y fois lui, plus z fois lui. Donc là, connaissant les images des vecteurs de la base canonique, eh bien c'est réglé, puisque l'image de ce vecteur, on l'a ici. Donc on va récupérer ici x, 2x, 3x, 4x. Pour celui-ci, il suffit de multiplier le vecteur qu'on a récupéré ici par y. y, 2y, 3y, 3y. Et pour le petit dernier, on a juste z, 0, 0, 0. Moralité, on peut donner l'expression analytique de U maintenant. U, c'est donc l'application qui est définie sur R3 à valeur dans R4 et qui au triplet x, y, z associe simplement le quadruplet que je récupère ici en ajoutant les différents termes. Donc je vais récupérer x plus y plus z comme première coordonnée. La deuxième coordonnée, ça sera 2x plus 2y. La troisième coordonnée, ça sera 3x plus 3y. Et enfin, la dernière coordonnée, ça sera 4x plus 3y. Voilà l'expression analytique de l'unique application linéaire qui vérifie cette expression-là. On a gagné. Alors, un deuxième type d'exercice qui sera une application directe, plus ou moins directe en tout cas du résultat qu'on a cité, on va comprendre pourquoi. On se donne un K espace vectoriel de dimension n, un entier naturel non nul, un endomorphisme de E, c'est-à-dire une application linéaire définie sur E à valeur dans E. On suppose que l'on a cette propriété-là, et on demande de montrer que l'application U est nilpotente. Donc on va déjà bien cibler ce qu'on cherche à démontrer, hein, toujours le vieil adage, hein, se concentrer sur ce qu'on doit montrer. Donc pour montrer que U est nilpotent, qu'est-ce qu'on cherche? Donc on cherche s'il existe un entier P appartenant à n étoile tel que U à la puissance P est égal à 0. Donc voilà ce que je cherche à démontrer.
en sachant que la puissance, on sait que pour une application linéaire, hein, c'est la composition. Hein. Donc ça signifie U rond U rond U rond U rond U, P fois est égal à 0. Et ici 0, on regarde ce qu'on manipule, hein, c'est l'endomorphisme nul, puisqu'on travaille avec une égalité entre des applications linéaires. Alors on pourrait croire qu'il n'y a rien à faire dans cet exercice, mais vraiment on pourrait le croire, mais on ne va pas le croire longtemps, puisque quand on regarde l'enchaînement des quantificateurs, on voit que le nombre qui est là, il va dépendre de x, évidemment. Hein. Si je prends x un vecteur de e, je vais avoir un entier pour lequel j'ai ça. Si je prends y un autre vecteur de e, ben, l'entier qui correspond à y n'est probablement pas le même que celui qui correspond à x. Donc là, l'enchaînement des quantificateurs est clair. Donc là, attention, ce m qui est ici, ce qui est sous-entendu par l'énoncé, c'est que ce m, il dépend de x. Alors ça, évidemment, ce que je rajoute, ça ne sera jamais écrit dans un énoncé. Hein. C'est justement à vous de comprendre qu'il y a une dépendance entre les différents termes. Alors que moi, ce que je veux démontrer, c'est que je peux trouver un entier P qui marche pour tout le monde. Puisque ça signifie qu'il existe un entier naturel P tel que, quel que soit x appartenant à E, UP de x est égal à 0. Donc en fait, l'exercice, c'est faire quoi? C'est échanger ces deux quantificateurs. Et échanger un quantificateur quel que soit et un quantificateur il existe, c'est toujours très difficile, puisqu'en fait, ce qu'on démontre, c'est que l'entier qui est là ne dépend pas de la donnée de x. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour montrer que U est nilpotent? On doit trouver un entier P qui vérifie ça. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est, maintenant qu'on a posé le problème et qu'on sait exactement ce qu'on doit démontrer, c'est comment exploiter notre hypothèse. Nous, notre hypothèse, c'est qu'on a cette relation-là qui est vraie pour tous les vecteurs de E. Alors, comme d'habitude, hein, on va avoir tendance à essayer de cibler ce qui est important. Ce qui est important déjà dans un premier temps, c'est qu'on a quand même un truc qui marche quel que soit x appartenant à E. Donc ça veut dire qu'on a le choix. On a le choix sur les vecteurs de E pour lequel on va pouvoir traduire cette propriété. Et ici, ce choix, il va être relié à quoi? Il va être relié au fait que j'ai une autre hypothèse déterminante ici, qui va être liée au choix que je vais faire. C'est que cette relation, elle est vraie quel que soit x appartenant à E de dimension n. Et on sait que dans un espace vectoriel, tous les vecteurs ne se valent pas. Ce qui est le plus important, c'est de maîtriser ce qu'il se passe sur une base. Alors là, vous allez me dire, mais j'ai pas de base dans mon espace vectoriel, il n'y a rien qui est donné. Oui, mais seulement on est dans un espace vectoriel de dimension finie, donc ça, je peux totalement dire qu'il existe des bases. Donc c'est moi qui vais dire, soit B va être égal à E1, En, une base de E. Donc je me fixe une base dans laquelle je vais travailler. Et la propriété qui est là maintenant, je ne vais pas la traduire pour n'importe quel vecteur de E, je vais la traduire pour les vecteurs de base qui sont ici. Donc je vais dire que pour le vecteur E1 qui est là, il existe un entier que je vais appeler M1, pour montrer l'association entre les deux. Donc je suis capable de trouver un entier M1 tel que U composé M1 fois, appliqué au vecteur E1, va être égal au vecteur nul de E. De la même façon, il existe un vecteur M2 appartenant à N, tel que U composé M2 fois de E2 est égal au vecteur nul de E, et etc. Il existe un entier Mn appartenant à N, tel que U composé Mn fois au vecteur En est égal au vecteur nul de E. Donc voilà ce qu'on peut dire si on traduit cette propriété sur une base. Alors, ce qui serait peut-être bien, vu ce que je cherche, moi je cherche un entier qui marche pour tous les vecteurs de E, ça serait peut-être déjà de trouver un entier qui marche pour tous les vecteurs de base. Déjà faire ça. Si ça doit marcher pour tous les vecteurs de E, ça doit marcher pour tous les vecteurs de base. Alors là, le problème, c'est que les entiers qui sont là, il n'y a aucune raison qu'ils soient égaux a priori. En tout cas, l'énoncé n'indique rien sur le fait qu'ils sont égaux. Donc la question qui se pose tout naturellement face à ça, c'est les entiers qui sont ici, est-ce qu'ils sont déterminés de façon unique? Ou est-ce qu'on peut en obtenir d'autres? Alors là, ça me paraît pas très compliqué de voir qu'il y en a plein d'autres. Puisque, quand on a cette relation-là, je peux continuer à appliquer U à cette application. Ce qui veut donc dire que là, en appliquant U, je vais récupérer U de M1 plus 1 de E1 est égal au vecteur nul. Puisque U du vecteur nul, c'est le vecteur nul, puisque U est une application linéaire. Donc on constate que là, il y a beaucoup d'entiers qui vont fonctionner. En fait, ici, qu'est-ce qui va fonctionner? Ce qui va fonctionner, c'est tous les entiers qui sont plus grands que M1. Ici, tous les entiers qui sont plus grands que M2. Ici, tous les entiers qui sont plus grands que Mn.
Ce qui pourrait marcher ici, c'est ce que j'obtiens en prenant le maximum de tous ces entiers. Donc si je pose petit m est égal au max de tous ces entiers, là j'obtiens une propriété intéressante. J'obtiens une propriété intéressante puisque j'obtiens que, quel que soit i compris entre 1 et n, comme m est plus grand que chacun d'eux, je vais avoir que um de ei est nécessairement le vecteur nul de e. Attendez, je viens de démontrer quoi là? Si je réécris un tout petit peu différemment cette relation, je viens de montrer que um de ei va être égal à um du vecteur nul de e. Va être égal à um du vecteur nul de e. Qu'est-ce que je raconte? Va être égal à l'application. Oh, ce que j'ai écrit, c'était juste, hein. C'est juste, mais c'est juste idiot. Va être égal à l'application nulle évaluée sur le vecteur ei, puisque, a priori, là je peux bien dire, je prends l'endomorphisme nul de i. Donc, ce que raconte cette relation-là, que je peux écrire sous cette forme-là, puisque l'application nulle, elle envoie tout le monde sur 0. Ce qu'on vient de démontrer, c'est que l'application um qui est ici et cette application-là, elle coïncide sur une base. Donc, en utilisant mon raisonnement qui dit que deux applications linéaires qui coïncident sur une base de sont égales, on récupère donc que um est égal à l'application nulle des vecteurs, l'application nulle des applications qui sont définies sur E à valeur dans E. Ce qu'il fallait démontrer, puisqu'on cherchait un entier naturel non nul qui vérifiait ça, on a vu que m, il fonctionne. Alors m, vous allez me dire, il est peut-être pas nul. Ouais, enfin, si 0 fonctionne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que u0, c'est l'identité. On arrivera à une contradiction. Donc, a priori, cet entier-là, il sera bien supérieur ou égal à 1. Donc, en fait, on peut bien attester que l'entier m, qui est défini par ce biais, il est a priori bien différent de 0 par construction même de l'objet. Alors, la question que vous pourriez poser en disant, mais on n'avait pas besoin de placer sur une base. Il aurait fallu dire finalement que je prends le maximum de tous les mx avec x qui varie dans E, et le maximum de tous les mx avec x qui varie dans E, bah, il vérifie bien cette propriété, et on a gagné, et on n'a même pas besoin de passer par une base. Seulement le problème, c'est que là, ce qui fait tout fonctionner, c'est que je prends le maximum d'un nombre fini de vecteurs, puisqu'il y en a n avec n fixé, puisque n c'est la dimension de l'espace vectoriel. Ici, quand on prend le maximum des mx avec x qui varie dans l'espace vectoriel E, un espace vectoriel qui est de dimension supérieure ou égale à 1, c'est toujours infini. Donc le maximum, il n'y a aucune raison qu'il existe. D'ailleurs, on va tout de suite regarder ce qui se passe. Si on ne suppose pas que l'espace vectoriel est de dimension finie, on va démontrer a priori que ça ne marche pas, cette histoire, ce qui rend obligatoire le passage à une base. Alors pour voir ce qu'il se passe en dimension infinie, je vais choisir l'espace vectoriel de dimension infinie le plus simple que je connaisse, parce que je maîtrise quand même une base sur lui, c'est R de x. Et vous allez voir que l'application que je vais construire, c'est une application nilpotente qu'on connaît bien, c'est l'opérateur de dérivation. Donc l'opérateur de dérivation est un endomorphisme de R de x, puisqu'un polynôme P, il associe un polynôme qu'on appelle P', qui est bien a priori un polynôme de R de x, si au départ P était un polynôme de R de x. Alors, je peux bien attester que je suis bien dans le cadre de mon hypothèse qui est ici, puisque je peux dire que quel que soit P un polynôme de R de x, eh bien, il existe bien un entier m qui va évidemment dépendre de P, on va voir comment, appartenant à n, tel que, quand j'applique dm p fois au polynôme P, j'obtiens le polynôme nul. Alors cette propriété, elle est effectivement vérifiée. Qu'est-ce qu'il suffit de prendre pour MP? Eh bien, un polynôme, pour le tuer avec l'opérateur de dérivation, il faut le dériver degré de P plus une fois au moins. Alors, évidemment, si vous prenez plus, ça marchera aussi. Hein. C'est ce qu'on a vu ici. Quand on prend plus, ça marche aussi. Bon, donc on vient de démontrer qu'on est bien dans les hypothèses de l'énoncé. Mais pourtant, cette application-là n'est pas nilpotente. Donc, ce qui veut donc dire qu'effectivement, la dimension finie était décisive, et le fait de dire je prends le maximum de tous les mx, évidemment ça ne marche pas ici, parce que le maximum de tous ces éléments-là n'est pas défini. Donc, pourtant j'assure que D n'est pas nilpotente, malgré qu'elle vérifie les hypothèses de l'énoncé. L'hypothèse qui va tomber, c'est ça, c'est pas de dimension finie, n'est pas nilpotente.
puisque dire qu'elle est nilpotente, si je raisonne par l'absurde, supposons qu'elle l'est, c'est-à-dire supposons qu'il existe un entier M appartenant à n étoiles tel que dm est égal à 0, eh bien, dans ce cas-là, j'arrive à une contradiction directe, puisque si je calcule dm, par exemple, de x à la puissance m, si je dérive m fois ce polynôme, je vais récupérer un polynôme de degré 0, je vais récupérer ce polynôme-là, qui n'est évidemment pas le polynôme nul, puisque c'est un polynôme de degré 0. Donc on voit bien que ça ne marche pas en dimension infinie, et on voit bien que l'idée qu'on aurait pu avoir de dire je prends le maximum de tous ces entiers-là, ça n'a ici strictement aucun sens. Alors pour ce dernier exercice d'application, on va voir que cette propriété nous permet de construire des applications sur mesure, si j'ose dire, puisque là on est en train de construire, on veut construire une application qui est, ici vous l'avez bien cerné, 4 nilpotentes, mais qui n'est pas 3 nilpotentes. Donc on va voir qu'on est capable de construire de telles applications. Alors, on sait que maintenant pour construire entièrement une application linéaire, il suffit de donner l'image d'une base. Hein. Donc je vais prendre comme base une base de R4. Bon, je ne vais pas la prendre quelconque, quitte à faire. Je vais prendre, donc je vais désigner par U1, U2, U3, U4. Je vais désigner ça par la base canonique de R4. Hein. C'est-à-dire le vecteur, lui, c'est 1 puis que des 0. Puis le deuxième, c'est 0, 1 puis que des 0, etc. Donc je prends la base canonique de R4 et je vais définir entièrement mon application linéaire, de manière à ce qu'elle vérifie cette propriété. Alors pour définir entièrement une application linéaire, on sait qu'il suffit de donner l'image d'une base. Donc je vais simplement donner l'image des vecteurs E1, E2, E3, E4. Eh bien, pour construire une application qui est nilpotente d'ordre 4, et pas d'ordre plus petit, en fait, je vais faire simplement des shifts au niveau des vecteurs de la base canonique. C'est-à-dire le vecteur E1, je vais l'envoyer sur E2, le vecteur E2, je vais l'envoyer sur E3, le vecteur E3, je vais l'envoyer sur E4, et lui, je vais l'envoyer sur le vecteur nul de R4. Alors, pour calculer U3 et U4, les deux, hein, encore une fois, il suffit de regarder ce qui se passe sur une base. Quand je calcule U, j'obtiens ça. Quand je calcule U2, ça veut dire que je réapplique U au vecteur que j'ai obtenu. Donc pour avoir l'application U2, il suffit de regarder ce qui se passe quand je pars de là et que j'arrive ici. Donc là j'ai appliqué U, là je réapplique U. Là, E2 va s'envoyer sur E3, E3 va s'envoyer sur E4, E4 s'envoie sur le vecteur nul, et le vecteur nul il s'envoie sur le vecteur nul, puisque l'application est linéaire, elle envoie le vecteur nul sur le vecteur nul. Et je continue comme ça. Là je vais avoir l'application, quand je pars de là et que j'arrive ici, je vais avoir l'application U3, puisque j'ai appliqué 3 fois U. E3 s'envoie sur E4, E4 sur le vecteur nul, et le vecteur nul s'envoyant sur le vecteur nul, voilà ce qui se passe. Donc déjà, je constate que l'application U composée 3 fois, ce n'est pas l'application nulle, puisque quand je calcule U3 du vecteur E1, j'obtiens le vecteur E4 qui n'est pas le vecteur nul de R4. Donc déjà, je constate que l'application U3 n'est effectivement pas la fonction nulle. Par contre, vous avez noté que si je la rapplique encore un coup, sur les 3 derniers, j'obtiens le vecteur nul de R4, là il n'y a pas de sport, puisque l'image du vecteur nul par une application linéaire est nulle, mais le vecteur E4, il s'envoie aussi sur le vecteur nul. Donc j'obtiens également que U4, c'est l'application nulle. On vient donc bien de construire une application qui est définie sur R4 à valeur dans R4, qui est linéaire. Je prends l'unique application linéaire qui envoie ces vecteurs sur cela, et cette application, elle est 4 nilpotente, mais pas 3 nilpotente. Alors pour le coup, si vous voulez l'expression analytique de cette fonction, c'est pas bien compliqué. Il suffit de calculer l'image de x, y, z, t. X, y, z et t, écrit comme ça, c'est les coordonnées dans la base canonique de R4. Donc quand je cherche l'image de ces vecteurs de base, ça c'est x fois u de E1, plus y fois u de E2, plus z fois u de E3, plus t fois u de E4, mais u de E4 est égal à 0, donc c'est pas la peine d'écrire ce vecteur. U de E1, c'est le vecteur de coordonnées 0, 1, puis que des 0. Donc là, je vais devoir additionner 0x, 0, 0, avec 0, 0, y, 0, et avec 0, 0, 0, z. Donc on voit que
notre application, c'est l'application qui décale les coordonnées vers la droite. Donc l'application U qui possède les propriétés qui m'intéressent dans l'énoncé, c'est donc une application qui est définie sur R4 à valeur dans R4 et qui, aux 4 uplets x, y, z, t, associe x, y et z, mais shifté, décalé vers la droite. Voilà une application qui fonctionne. Donc on voit que ce théorème-là, il permet aussi de construire des applications sur mesure en se concentrant sur ce qui est fondamental sur une application linéaire, l'image d'une base, l'image d'une base, l'image d'une base. Alors pour terminer cette séquence sur les bases, on a dit qu'une application linéaire, elle était entièrement déterminée par l'image d'une base. Une application linéaire, ce qui nous intéresse bien souvent, c'est de savoir si elle est injective, si elle est surjective, si elle est bijective, en quel cas ce serait un isomorphisme. Donc la question naturelle qui se pose, c'est si avec l'image d'une base on peut tout faire, est-ce qu'on est capable de voir avec l'image d'une base ses propriétés, injectivité, surjectivité, bijectivité? Alors la réponse est oui, effectivement, si on peut tout faire, on peut tout faire. Et ce qui est magnifique, c'est la cohérence des résultats qu'on va obtenir. Donc je me place exactement dans les mêmes hypothèses que les théorèmes précédents. J'affirme que l'image, on en a une famille génératrice qui est l'image des vecteurs de base. Donc ça revient reconfirmer le fait que l'image d'une base est entièrement déterminée, enfin détermine entièrement notre application linéaire, puisqu'elle détermine entièrement son image. Que l'injectivité, on l'avait associée à des propriétés d'unicité. La propriété d'unicité pour l'injectivité est reliée à la propriété d'unicité pour l'image des vecteurs de base, c'est-à-dire sa liberté. La surjectivité, c'est-à-dire la réécriture des éléments de l'ensemble d'arrivée, c'est la propriété de réécriture des éléments de f, c'est-à-dire que l'application f de b soit génératrice de f. Donc vous avez vu que l'unicité marche avec l'unicité, l'existence marche avec l'existence. Et enfin, l'existence et l'unicité marchera avec l'existence et l'unicité. Donc on voit bien que l'image des vecteurs de base seule, puisque f de b, c'est ce que j'appelle f de b ici, vous l'avez, je pense, compris, c'est f de 1, f de 2, f de n, c'est-à-dire c'est le n-uplet qui est formé par l'image des vecteurs de base. Eh bien ce n-uplet-là, sa connaissance permet de tout connaître sur f. La déterminer de façon unique, savoir si elle est injective par une propriété de liberté, savoir si elle est surjective par une propriété de génération, et savoir si elle est bijective. Alors dans ce cas-là, si elle est bijective, elle doit envoyer une base sur une base. Au passage, on voit que la dimension de l'ensemble d'arrivée, ça ne peut pas être n'importe quoi si on veut une application bijective. Donc là, on voit qu'il va y avoir des relations naturelles entre les dimensions pour avoir une chance d'avoir une application injective, pour avoir une chance d'avoir une application surjective, pour avoir une chance d'avoir une application bijective. Alors passons à la démonstration. Cette démonstration, on l'avait déjà faite avant le confinement. Ouais, même le samedi d'avant le confinement. Donc ce que je note f de b, je vous l'ai déjà dit, c'est l'image des vecteurs de base. Alors pour démontrer qu'on a l'égalité entre l'image de f et l'espace vectoriel engendré par ces vecteurs-là, autrement dit que cette famille-là est une famille génératrice de l'image de f. Bon, il faut déjà vérifier que ces vecteurs-là sont bien des vecteurs de l'image de f. C'est une propriété que vous oubliez bien souvent de vérifier, qui correspond à l'inclusion de l'espace vectoriel engendré par ces vecteurs et de l'image de f. Donc ces vecteurs-là sont bien des vecteurs de l'image de f, puisque l'image de f c'est f de e, et ça c'est bien des images des vecteurs de e, pas n'importe lesquels, les vecteurs de base. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit démontrer? On doit démontrer l'autre inclusion. Celle-là me donne que l'espace vectoriel engendré par ces vecteurs est inclus dans l'image de f. Il faut maintenant aller à l'envers. Donc je me donne x ou y, un vecteur de l'image de f. Comme l'image de f c'est f2, ça signifie qu'il existe un vecteur x appartenant à e tel que y s'écrive f de x. Évidemment, le vecteur x, je vais le décomposer. Donc ces coordonnées, je vais les appeler, pareil que dans le début du cours, x1, xn, où ici les xi, ce sont les coordonnées de x dans la base V. Ce sont les coordonnées de x dans B. Et là, on obtient directement le résultat, puisque le vecteur y est égal à f de x, par linéarité de f. On obtient que c'est x1 f de e1 plus xn f de en. On vient bien de démontrer que le vecteur y est bien combinaison linéaire des vecteurs f de i, puisque les f de i, c'est des vecteurs de f, et les xi, ce sont des nombres, ce sont des scalaires.
Donc on a bien une combinaison linéaire de ces vecteurs-là. Donc on a bien démontré que ces vecteurs-là étaient des vecteurs de l'image, que tout vecteur y de l'image s'écrivait comme combinaison linéaire de ces vecteurs. On vient donc bien de démontrer que la famille f de E1, f de E2, f de En est une famille qui est génératrice de l'image de f. Donc on a ce résultat, l'image de f. On en a toujours une famille génératrice, ce qui est important. Elle est générée par l'image des vecteurs d'une base. Pour la liberté, l'équivalence entre la fonction est injective et la famille f de b, c'est-à-dire cette famille-là est une famille libre. Bon, là, l'équivalence, je vais la faire en deux temps. Je vais déjà supposer que f est injective et démontrer que cette famille est libre. Pour démontrer que cette famille est libre, je vais me donner des scalaires tels que eh bien, la combinaison linéaire de ces vecteurs soit nulle. Donc alpha 1 f de E1 plus alpha n f de En est égal au vecteur nul de f, puisque cette égalité a cours dans f. Évidemment, là, on va utiliser la linéarité de f pour se ramener à une propriété sur le noyau, parce que là, on voit qu'on peut se ramener à l'image d'un vecteur qui est nul. Donc la linéarité de f me permet d'écrire ceci sous cette forme-là. Ce qui permet de dire que le vecteur alpha 1 E1 plus le vecteur alpha NEN appartient au noyau de f, par définition. Or, comme l'application f, j'ai supposé qu'elle était injective, le noyau de f est réduit au vecteur nul de E, ce qui veut donc dire que cette combinaison linéaire est nulle, mais comme la famille E1, En, c'est une base de l'espace vectoriel, elle est en particulier libre, et la liberté de cette famille entraîne juste que alpha 1 est égal à alpha n est égal à 0. Donc là, on voit que ce qu'on a utilisé, c'est la propriété d'unicité. Je n'ai pas eu besoin du fait que la famille était génératrice ici. La liberté fonctionne avec l'unicité et l'unicité avec l'unicité. Donc au final, cette famille, elle est bien libre. Il nous reste à montrer la propriété réciproque. Pour la propriété réciproque, je vais prendre une famille, je vais supposer que cette famille-là est libre et je dois montrer que l'application est injective. Pour démontrer qu'une application linéaire est injective, je dois montrer que le noyau de f est réduit à 0. Donc je vais prendre un vecteur x dans le noyau de f et j'espère démontrer que ce vecteur est le vecteur nul. Vu que ma propriété elle porte sur le fait que l'image de cette base est une famille qui est libre, que cette famille-là est libre, il faut que je relie évidemment le vecteur x que j'ai pris ici, qui pour l'instant est un vecteur de E, avec les vecteurs EI. Donc ça on peut le faire simplement, je vais dire que le vecteur x en tant que vecteur de E, il se décompose dans cette base. Donc je vais toujours appeler x1, xn les coordonnées de x dans cette base. Donc ici les xi sont des scalaires, hein, ce sont des coordonnées. Et comme je sais que le vecteur x est dans le noyau de f, son image par f est nulle, ce qui va me donner une combinaison linéaire nulle de ces vecteurs. Donc on va récupérer que comme x appartient au noyau de f, son image c'est le vecteur nul de f, mais son image je peux la calculer avec cette combinaison linéaire. C'est x1 f de E1 plus etc. xn f de En. Puisque ma propriété portant sur une base, il faut que je fasse apparaître les éléments sur lesquels j'ai mon hypothèse. Or, on a supposé que f de b était une famille libre. Comme les vecteurs qui sont ici forment une famille libre et que j'ai une combinaison linéaire nulle, donc comme la famille f de b est une famille libre, eh bien j'obtiens directement que x1 est égal à xn est égal à 0. Donc on obtient que les coordonnées du vecteur x sont nulles, donc le vecteur x est le vecteur nul. On a démontré donc par ce biais que si je prends un vecteur dans le noyau de f, c'est le vecteur nul. Donc on a démontré que le noyau de f est inclus dans le singleton vecteur nul de E. Comme l'inclusion réciproque est évidente puisque ceci est un sous-espace vectoriel de E, donc contient le vecteur nul, c'est gagné. Pour la propriété 3, on l'a déjà démontré en fait, puisque la propriété 3, elle dit quoi? Elle dit que f est surjectif, c'est seulement si f de b est génératrice de f. Mais nous, ce qu'on a démontré, c'est que f de b est génératrice de l'image de f. On a démontré cette propriété-là. F de b est génératrice de l'image de f. Or, je sais que f est surjective si et seulement si
eh bien l'image de f est égale à f. Ça c'est vieille propriété, il faut que je remplisse tout l'ensemble d'arrivées avec l'image de vecteur de E, ce que je peux écrire comme ça, ce qui est donc directement équivalent à dire que vect de f de b est égal à f, ce qui est toujours équivalent à dire que f de b est génératrice de f, c'est la définition d'une famille génératrice. Les vecteurs de f de b sont bien des vecteurs de f, puisque l'image d'un vecteur de E est un vecteur de f, et la propriété qu'elle a est caractéristique d'une famille génératrice de f. Donc on voit bien que surjectif, c'est équivalent à une propriété d'existence, et c'est que je peux bien récupérer tous les vecteurs de f par combinaison linéaire des images des vecteurs de base. La propriété 4, eh bien, elle est évidente, puisqu'on sait que f est bijective si et seulement si f est injective et surjective. Or, être injectif, c'est équivalent à f de b libre, ça c'est ce qu'on a montré dans la propriété numéro 2. Être surjective, c'est équivalent à f de b et génératrice de f. Ça c'est ce qu'on a montré dans la propriété 3. Donc on obtient que la famille f de b est libre et que la famille f de b est génératrice de f. On obtient donc que la famille f de b, c'est-à-dire cette famille-là, est une base de f. Donc ça va nous permettre de voir qu'il ne peut pas se passer n'importe quoi au niveau des dimensions quand on a une application injective ou quand on a une application surjective. Par exemple, si vous essayez de dire, est-ce que c'est par exemple possible, je pose une question rigolote, vous voyez, et on peut maintenant répondre à cette question. Existe-t-il, par exemple, existe-t-il, je pose cette question, existe-t-il f définie, on va dire, sur R4 à valeur dans R3, injective et linéaire? Est-ce que c'est possible de trouver une application injective et linéaire de R4 dans R3? Eh bien, la réponse est non. La réponse est non. Pourquoi? Parce que s'il existait une application injective qui vérifie ça, comme f est injective, l'image d'une base de R4 serait nécessairement une famille libre de vecteurs de R3. Or, l'image d'une base de R4, ça contient 4 vecteurs. Et est-ce que 4 vecteurs peuvent former une famille libre dans un espace de dimension 3? On sait bien que non, puisque le cardinal maximum d'une famille libre, c'est la dimension de R3, c'est 3. Donc, on sait qu'une application linéaire qui est définie sur un espace vectoriel de dimension 4 a valeur dans un espace vectoriel de dimension 3, cette application-là, elle ne peut pas être injective. De la même façon, si vous prenez une application qui est définie de R3 à valeur dans R4, elle ne pourra pas être surjective, puisque l'image d'une base de l'espace de départ contiendra 3 vecteurs, et il en faut au minimum 4 pour engendrer un espace de dimension 4. Donc on voit que ce résultat-là, il va nous permettre déjà de voir qu'une application injective et une application surjective linéaire, eh ben, on ne peut pas en construire dans n'importe quelle dimension. Donc on a quand même des verrous qui sont directement donnés par ces fameux théorèmes sur l'image d'une base.